Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un petit diaporama sur le modèle entité-association qu'on appelle aussi le modèle conceptuel de données, le MCD, afin de comprendre un petit peu comment on réalise ce type de modèle et à quoi ça va nous servir dans un deuxième temps. Donc l'objectif d'un modèle entité-association, je vous l'ai noté ici, il a pour but en fait de faire une représentation graphique des données d'un système d'information. Donc on va en faire en fait un schéma papier. Pourquoi? Pour pouvoir après l'installer sur un logiciel de base de données. On verra ça, nous on utilisera par exemple Access pour gérer les bases de données. Et après, quand on aura créé cette base de données, ça nous permettra de l'interroger, de lui poser des questions à cette base de données afin d'obtenir des réponses en fonction des informations qu'on aura saisies dedans. Et donc pour bien structurer une base de données, eh bien, il faut donc concevoir un modèle conceptuel de données qui va nous permettre en fait d'organiser les données au sein d'une petite application informatique. Alors, le MCD, en fait, ça va nous permettre en fait d'aller du MCD jusqu'à l'implantation de la base de données. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Donc, en fait, on va passer par 3 étapes. On va tout d'abord élaborer un modèle conceptuel de données. Soit on va l'élaborer de façon papier, soit on peut utiliser un outil logiciel qui s'appelle WinDesign. Bon, celui-là, il n'est pas accessible à IoT. Donc, nous, on fera toujours nos modèles conceptuels de données sous une forme papier. Voilà, ça va être un schéma qu'on transformera après selon donc un modèle relationnel qu'on appelle un MLD ou un MLR, peu importe, qui veut dire modèle logique relationnel ou modèle logique de données. Voilà. Et ça, donc l'élaboration du MCD et la transformation du MCD en modèle relationnel, c'est l'objet du thème 1 et donc du chapitre 1 que vous avez donc sur le site. Et puis après, quand on aura transformé donc notre modèle conceptuel en modèle relationnel, eh bien on aura la structure de façon écrite qui nous permettra après d'aller créer la base de données, puisque la structure de la base de données correspondra au modèle relationnel qu'on aura créé juste avant. C'est-à-dire que ça sera exactement la même chose, sauf que ça sera présenté d'une autre façon, et qu'après surtout, quand on sera au niveau de la base de données, on pourra saisir des informations dedans. Alors que là, c'est juste une étape très théorique encore du schéma de la base de données, mais encore sous forme papier. Alors voilà, pour que vous vous rendiez bien compte au niveau des différents schémas, voilà comment ça va se passer. Un modèle conceptuel de données, vous en avez un là. Là, vous voyez, il y a dedans, on va dire, 2 objets différents, ce qu'on appelle des entités ici, on va en parler après. Là, il y en a 2. Et au milieu, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une association. Puis après, vous voyez, ce modèle conceptuel avec l'entité client et l'entité vendeur va se transformer en modèle logique de données ou en modèle logique relationnel sous cette forme-là, avec ici ce qu'on appelle des relations qui ont ici des champs qu'on a soulignés et d'autres sur lesquels on a mis un dièse. On parlera plus tard de comment on transforme un MCD en modèle relationnel. Et puis après, eh bien, le schéma de ce modèle relationnel, eh bien, on va l'implanter dans une base de données. Et là, vous avez le schéma d'une base de données Access, vous voyez, où d'un côté, vous avez encore client et de l'autre côté, vous avez vendeur. Mais vous voyez qu'entre les deux, il n'y a plus d'association comme il y avait en modèle conceptuel de données. Mais par contre, par rapport au modèle conceptuel de données, vous voyez que par exemple ici, dans la table client, parce que ça s'appelle une table ça, et bien dans la table client, en plus des 3 propriétés qui étaient code client, non client et téléphone client, code client, non client et téléphone client, on a rajouté le code vendeur qui provient de la table vendeur, ici, ce qui va nous permettre en fait de faire le lien entre les deux. C'est pour ça qu'on appelle ça une base de données relationnelle, puisque toutes les tables qui sont ici vont être en relation les unes avec les autres. Mais ça sera l'objet, vous allez le voir plus tard, de plusieurs TD qu'on fera ensemble sous Access. Là, dans un premier temps, on va apprendre à créer un modèle conceptuel de données. Et donc, il y a différentes étapes de création. Et la première étape, c'est d'aller faire un inventaire de toutes les informations qu'on va avoir besoin de schématiser. C'est ce qu'on appelle un dictionnaire de données. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, recenser toutes les informations qu'on a besoin afin de pouvoir les organiser dans un modèle conceptuel de données. Alors, dans mon exemple, en fait,
c'est le même que celui que je vous ai montré au-dessus. Vous voyez, il y avait client et vendeur. Hein. Et bien là, c'est pareil. Donc, quelle information j'ai besoin pour schématiser ma relation, l'organisation de ma base de données avec des clients et des vendeurs. J'ai décidé, hein, et c'est moi qui ai décidé pour mon exemple, de recenser 5 types d'informations: le code du client, le nom du client, le téléphone du client, et au niveau du vendeur, j'ai besoin de récupérer le code du vendeur et le nom du vendeur. Voilà. Donc là, ça s'appelle un dictionnaire de données. En fait, pour l'instant, je suis juste à aller recenser les informations dont j'ai besoin pour pouvoir créer mon modèle conceptuel de données. À chaque fois, j'identifie les informations par un code et par un nom, puisque ça sera plus facile plus tard d'utiliser justement le code plutôt que le nom. Vous voyez que pour un client, j'ai créé un code client, parce que c'est toujours bien d'avoir un code, puisqu'on pourrait, par exemple, dans une même base de données, avoir plusieurs fois le même nom. Donc pour éviter d'avoir des doublons, ça s'appelle un doublon, quand on a 2 fois la même information, on crée un code, ce qui évite d'avoir 2 fois la même information pour 2 clients différents. Exemple pour vous, le code, et pour moi aussi, hein, notre code à nous, c'est notre numéro de sécurité sociale, parce que c'est quelque chose qui est unique. D'accord? Il n'y en a pas 2 identiques. Donc là, c'est vraiment ce qui nous identifie au niveau de l'administration française. Hein. Ce n'est jamais notre nom, puisque notre nom, lui, il peut y en avoir plusieurs identiques. Voilà, il peut y avoir plusieurs Dupont, plusieurs Noël. Donc le nom n'est pas un bon identifiant. L'identifiant, c'est toujours notre numéro de sécu pour nous. Donc dans les bases de données qu'on créera, on mettra toujours un code comme étant l'identifiant pour éviter qu'il y ait 2 identifiants qui soient identiques. Voilà. Alors après cette étape dictionnaire de données, eh ben, on va organiser nos informations en les regroupant par ce qu'on appelle des entités. Voilà, des entités. Qu'est-ce qu'une entité? Une entité, c'est un ensemble d'informations qui ont un lien entre elles. Donc on parle ça d'informations qui sont communes. Par exemple, pour les clients, ben, vous voyez, si je reviens sur mon schéma d'avant, le code client, le nom client, le téléphone client, c'est bien partie d'informations qui sont communes aux clients. Donc, conclusion, je vais créer ce qu'on appelle une entité, c'est-à-dire ce petit carré, ce petit rectangle plutôt. Je vais le nommer, c'est l'entité client, et dedans, je vais mettre les propriétés qui correspondent donc aux clients. Les propriétés qui sont communes à tous les clients. C'est-à-dire que tous les clients vont avoir un code, un nom et un téléphone. Donc, je les mets dedans. Donc, là, client, c'est le nom de l'entité. Les propriétés qui sont à l'intérieur de l'entité, on appelle ça justement des propriétés. Il y en a 3. Et dans ces 3 propriétés, il y en a une qu'on va souligner comme étant l'identifiant. C'est-à-dire celle qui est unique, qui ne peut pas être identique 2 fois dans une base de données. Là, c'est le code client. C'est ce que je vous expliquais pour le numéro de sécurité sociale tout à l'heure aussi. Par exemple, vous, à l'université, eh bien, votre identifiant, c'est votre numéro étudiant. Il n'y en a pas 2 identiques. Donc, c'est pour ça que ça peut vous permettre de vous identifier. Si vous avez un véhicule, l'identifiant de votre véhicule, eh bien, ce sera votre numéro d'immatriculation. Voilà. Donc, si on avait dû, et je ne l'ai pas fait, mais si on avait dû créer la table vendeur, l'entité vendeur, eh bien, nous aurions eu un deuxième carré, comme ça, un rectangle, avec vendeur en haut, et ici 2 propriétés, le code vendeur et le nom vendeur. Voilà. Donc, quand on a créé les entités, eh bien, dans un deuxième temps, après, on va essayer de définir ce qu'on appelle, et ça c'est primordial, la dépendance fonctionnelle. C'est-à-dire, la dépendance fonctionnelle, c'est de mettre en évidence les liens justement entre les entités, les 2 entités. Je vous rappelle qu'on a d'un côté le code client, avec nom client et téléphone client, et de l'autre côté, on a le vendeur avec code vendeur et nom vendeur. Et l'objectif, c'est de voir s'il y a une relation entre les deux. Par exemple, est-ce qu'un client est suivi par un vendeur, ce qui va être le cas de l'exemple que je vais vous proposer, ou est-ce qu'un vendeur ne suit qu'un seul client, ce qui sera par contre pas le cas de ce que je vais vous proposer après. En tout cas, on essaie de trouver une relation entre les deux, une dépendance fonctionnelle. En fait, la question qu'on va se poser à chaque fois, c'est ce champ dépend de quoi? Par exemple, le nom client dépend du code client, le téléphone client dépend du code client aussi. Le nom vendeur dépend du code vendeur. Par contre, grâce au code vendeur, grâce au code client, on peut peut-être connaître le code du vendeur associé. Je vais vous montrer comment on formalise ça après sous forme de MCD. Donc, je vous l'ai marqué ici en plus, en conseil. Pour trouver une dépendance fonctionnelle, il faut déterminer toutes les informations qui ne peuvent
prendre qu'une seule valeur en fonction de la valeur de l'identifiant. Par exemple, si on connaît le code client, il n'y aura qu'un seul nom client possible, qu'un seul téléphone client possible et qu'un seul code vendeur possible. Et si on connaît le code vendeur, il n'y aura qu'un seul nom vendeur possible et peut-être qu'il y aura par contre plusieurs clients. Donc là, il n'y a pas une dépendance fonctionnelle entre vendeur et client, mais il y a une dépendance fonctionnelle entre le code client et le code vendeur. Vous allez voir, on va le formaliser juste après. Donc, on a créé des entités, on a essayé de définir les dépendances fonctionnelles. On va donc maintenant, dans une étape 4, créer, en fonction de ces deux entités, les associations. L'association qui va permettre de relier les deux entités qu'on a, client ici, avec code client comme identifiant, nom client et téléphone client qui sont des propriétés dépendantes de code client. Et d'autre côté, on a l'entité vendeur avec code vendeur comme identifiant et nom vendeur comme étant la propriété qui dépend du code vendeur. Alors pour relier les deux de manière, je vais dire, schématique, sous la forme d'un MCD, on va passer par la notion d'association. Là voilà. Et donc l'association, c'est un petit ovale, vous voyez, auquel on va toujours la nommer. Ça aurait pu être concerné, correspondre. Là, j'ai mis est associé. L'adverbe ou la phrase que vous notez ici ou l'adjectif, doit toujours permettre de mieux comprendre l'association entre les deux. Donc voilà, donc là on a créé une association. Et maintenant, on va essayer de comprendre comment on peut au mieux, justement, avoir les éléments qui vont être regroupés entre client et vendeur. Combien de fois l'association, la relation entre les deux peut se faire? On verra ça dans une deuxième fois, d'accord? En tout cas, une chose est sûre, et ça c'est très important, dans un modèle conceptuel, les propriétés ne peuvent apparaître qu'une seule fois. Vous voyez, le code vendeur ne réapparaît pas dans client, le code client ne réapparaît pas dans vendeur. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Vous ne mettez qu'une seule fois les propriétés, vous les intégrez à une entité et vous ne les répétez pas dans une association ou dans une autre entité. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous devriez faire attention. Donc, on a créé l'association entre les deux. Maintenant, comme je vous disais, il faut qu'on fixe ce qu'on appelle des cardinalités. C'est quoi une cardinalité? Ça va préciser les liens qui participent en fait à l'association. Combien de fois on peut participer? Donc, en général, vous voyez, là, on les schématise de la façon suivante et je vais essayer de m'exprimer. Et après, je vous montrerai dans un deuxième temps comment on les signifie. Mais j'ai mis ici une cardinalité 1-1. Ça veut dire quoi cette cardinalité 1-1? Ça veut dire ça c'est la cardinalité minimum qui peut être gérée et ça c'est la cardinalité maximale qui peut être gérée. Et je vais essayer de m'exprimer le mieux possible et vous allez bien suivre ma souris. Ça veut dire que pour un client est associé un et un seul vendeur. Ça veut dire qu'un client n'a qu'un et qu'un seul vendeur. Un minimum et un au maximum vendeur. Et de l'autre côté, pour exprimer celle-là, qui veut dire un n, n étant l'infini, ça veut dire qu'à un vendeur peut être associé un ou plusieurs clients. C'est de cette façon-là qu'il faut le comprendre. Je répète, à un vendeur est associé un ou plusieurs clients. Donc, voilà, je vous rappelle qu'une cardinalité, il y a toujours deux valeurs, la cardinalité minimale et la cardinalité maximale. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un client n'est suivi que par un seul vendeur, et par contre qu'un vendeur peut suivre plusieurs clients. Voilà, ça c'était pour que vous compreniez un petit peu les cardinalités, et il faut qu'à chaque fois qu'il y ait une association, il y a une cardinalité entre l'entité et l'association, des deux côtés. C'est-à-dire que là, il y a une association qui relie deux entités, ce sera tout le temps le cas, et donc il faut qu'il y ait deux cardinalités. Une qui exprime la relation entre vendeur et client, et celle qui est entre client et associé exprime la relation entre client et vendeur. Alors, on a 4 types de cardinalités possibles. La cardinalité minimale, c'est 0. Ça veut dire que dans ce cas-là, l'entité peut très bien ne pas être appliquée dans l'association, et elle peut être aussi de 1 si l'entité
est au moins appliquée une fois dans l'association. C'est la cardinalité de gauche, hein, la première. Et la cardinalité de droite, c'est ce qu'on appelle la cardinalité maximale. Donc elle indique le nombre de fois maximum où l'entité peut être appliquée avec l'association. En général, elle peut prendre deux valeurs. 1, si l'entité ne peut être appliquée qu'une seule fois dans l'association. C'était le cas entre client et l'association tout à l'heure. Et puis n, si l'entité peut être impliquée plusieurs fois dans une association. Et c'était le cas, je vous remontre, de... Je reviens dessus. De là, ok. Un minimum, n maximum. Voilà, donc ça c'était pour connaître les cardinalités que vous pouvez avoir. Conclusion, en fait, on a 4 couples de cardinalité. On a 0,1, on a 0n, on a 1,1 et on a 1n. Voilà les 4 types de cardinalité que vous pourrez schématiser dans un modèle conceptuel de données. Alors, on va maintenant travailler sur un MCD avec des associations non hiérarchiques simples. Pourquoi on dit que l'association est non hiérarchique ici? Puisque des deux côtés, il n'y a pas un 1 ou 0,1, mais il y a un n. Il n'y a pas de cardinalité maximale qui soit 1 ou qui soit 1. Il n'y en a aucune, vous voyez. Là, c'est un n et un n. Ça veut dire quoi? Si on s'arrête à comprendre un petit peu ce schéma conceptuel, ça veut dire que là, vous voyez, on a une relation entre étudiant et la langue enseignée. Ça veut dire qu'un étudiant peut étudier une ou plusieurs langues et qu'une langue est étudiée par un ou plusieurs étudiants. Pas de problème, ça fonctionne. Si l'étudiant n'étudiait qu'une seule langue, on n'aurait pas un n ici, on aurait un 1. Et si l'étudiant était amené à pouvoir ne pas étudier de langue, et où on étudiait au maximum une, on aurait une cardinalité ici qui serait 0, 1. Bon, dans mon exemple, un étudiant peut être amené à suivre au moins une langue, au minimum, voire plusieurs, et une langue est suivie par un ou plusieurs étudiants. Donc ça, c'est une association non hiérarchique. Je vous rappelle qu'elle est non hiérarchique parce que vous n'avez pas une cardinalité 1,1 ou 0,1 d'un deux côtés. C'est-à-dire que les quantités maximales sont toujours n. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont non hiérarchiques. L'association non hiérarchique a des quantités n de chaque côté, c'est ce que je vous ai dit. Et donc cette association, elle se transformera en relation quand on sera en modèle logique de données ou en modèle logique relationnel. Et je viens de vous dire que quand on sera sous Access, cette association deviendra une table. C'est ce qu'on verra dans un deuxième temps, mais ça deviendra aussi une table. Voilà. Je voulais vous montrer ça parce que dans l'exemple qu'on avait au début, ici, vous voyez, l'association, ici, elle était hiérarchique parce qu'il y avait une qualité 1-1. C'est-à-dire que cette association est associée. Quand on travaillera après sur Access, en base de données, et bien cette association, elle, ne se transformera pas en table parce qu'elle est complètement liée à la table, en fait, à l'entité client avec une qualité 1-1. Voilà, pour les associations non hiérarchiques, je vous répète, il y a des n de chaque côté et l'association va après se transformer en relation et en table. À côté de ça, on a des associations non hiérarchiques et qui, grâce à cette association, va permettre de déterminer une autre information. On parle de l'association non hiérarchique porteuse de données. Vous voyez que cette fois, contrairement à celle d'avant, c'est la même, mais ici, j'ai une information supplémentaire que j'ai mis type langue. C'est-à-dire, est-ce que c'est LV1 ou LV2? Ça veut dire que si on connaît le code de l'étudiant et si on connaît le code de la langue, et bien grâce au regroupement de ces deux informations, on saura si la langue étudiée est la langue vivante 1, la langue vivante 2 ou plus encore, d'accord? Peu importe. En tout cas, pour connaître la langue, on a besoin de connaître le code étudiant et le code de langue. Et si on connaît les deux, on connaîtra si c'est la langue vivante 1, la langue vivante 2 étudiée par l'étudiant. Donc dans ces cas-là, encore une fois, eh bien, vous voyez, c'est une association non hiérarchique et qui permet, quand on connaît les deux propriétés qui sont associées, qui sont reliées par l'association, de déterminer une troisième information. Et dans mon exemple, c'est le type de langue. Il faut savoir, donc on parle de porteuse de données parce que c'est une association qui possède des propriétés. La propriété qui est possédée dans mon exemple, c'est type de langue. Et il faut savoir aussi que quand vous avez une association
porteuses de données, vous êtes obligé d'avoir des n en cardinalité maximale des deux côtés. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que sinon, ça veut dire que cette association ne se transformera pas en table sous Access, en base de données. Donc, ça veut dire que vous allez perdre après l'information type de langue quand vous serez sous une base de données. Donc, à chaque fois que vous avez une association qui porte des données, vérifiez bien que les cardinalités maximales soient toujours n des deux côtés. Puisque sinon, ça veut dire que l'association ne sera pas non hiérarchique, elle sera hiérarchique, elle ne se transformera pas après en table sur une base de données. Voilà. Alors après, on va travailler sur des choses un peu plus complexes. Vous allez voir, c'est pour l'instant, c'est une association, c'est un modèle conceptuel très simple, avec un client qui va télécharger des films. Je vous répète les cardinalités. Ça veut dire quoi? Qu'un client va télécharger un ou plusieurs films et qu'un film peut être téléchargé aucune fois ou plusieurs fois par les clients. Voilà, donc ça c'est très classique. On est avec une association qui est ici non hiérarchique, parce qu'il y a des N de chaque côté. Et en fait, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'un même client peut-il télécharger plusieurs fois le même film? Eh bien, pour l'instant, non, c'est pas possible. Parce que pour un code client, il peut y avoir qu'un seul code film. C'est pas possible de télécharger plusieurs fois le même film. Parce que la propriété ici qui va permettre de connaître l'identifiant de cette association téléchargée, c'est le regroupement de code client et de code film. Donc, vous ne pouvez pas avoir plusieurs fois le même identifiant. Donc là, il n'est pas possible qu'un client puisse télécharger plusieurs fois le même film. Alors, pour arriver à répondre à cette question-là, eh bien, il faudrait rajouter ce qu'on appelle une entité temporelle. C'est-à-dire qu'il est possible qu'une association ne relie pas seulement deux entités, mais plus que deux entités. Et dans mon exemple, j'ai mis une entité date ici, avec une cardinalité toujours 0n, hein, parce que dès que vous avez une association qui relie plus de deux entités, eh bien toutes les cardinalités maximum sont toujours n. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir comme identifiant pour l'association téléchargée le regroupement du code client, du code film et de la date. Donc dans mon exemple là, oui, un client peut télécharger plusieurs fois le même film. La seule condition, c'est qu'il le télécharge à des dates différentes. C'est qu'il télécharge les films à des dates différentes. C'est surtout ça. Voilà. On reviendra dessus dans les exercices parce que ça, on vient rapidement de complexifier un petit peu la structure d'un modèle conceptuel de données. Je termine avec un dernier cas un peu complexe que vous pouvez avoir. Ce sont les associations réflexives. Alors pour l'instant, vous voyez, ici, regardez ce que j'ai enseignant d'un côté, enseignant de l'autre. On sait que ce n'est pas possible, on l'a dit tout à l'heure, puisque dans un modèle conceptuel de données, vous ne pouvez pas avoir deux fois les mêmes entités et surtout deux fois les mêmes propriétés. Là, j'ai deux fois la même entité avec les mêmes propriétés à l'intérieur. Pourtant, il faut qu'on puisse pouvoir formaliser ça. Et on ne pourra pas le faire de la façon suivante. On va demander quel enseignant peut être amené à remplacer quel autre enseignant. Et pour ça, en fait, on va travailler de la façon suivante. On va, hop, donc ce MCD-là n'est pas possible. Je répète pourquoi. Parce que les propriétés sont identiques et les entités sont identiques et c'est interdit dans un modèle conceptuel de données. Donc pour y arriver, eh bien, l'association va revenir sur elle-même. On va donc enlever cette association qui était la même, hein, cette propriété qui était la même, cette même entité. Et voilà comment on va formaliser. On va formaliser de la façon suivante. C'est une association qui revient sur elle-même. Un enseignant peut remplacer un ou plusieurs autres enseignants. Et voilà comment on va gérer la notion d'association réflexive. Là aussi, c'est un cas un peu particulier qu'on verra rarement dans les modèles conceptuels, mais je vous rappelle que l'objectif, c'est de ne jamais avoir deux propriétés identiques ou deux entités identiques dans un modèle. Donc, lorsque vous avez besoin de faire une relation entre une même entité, eh bien, il faut revenir sur elle-même. Ça s'appelle une association réflexive, qui se réfléchit vers elle-même. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit topo rapide de comment concevoir un modèle conceptuel de données. Vous allez l'associer au cours qui est sur le site, et puis après essayer de travailler sur les exercices. On reviendra dessus ensemble, mais
il faut bien comprendre que c'est la première étape pour pouvoir derrière concevoir une base de données. Très bien, et bien, je vous retrouve pour un prochain tuto très rapidement. Merci, au revoir.